Les hôpitaux ne travaillent pas ensemble, par exemple. Il y a une compétition un peu malsaine qui est liée au système de financement des hôpitaux aussi, via les points SIGAP, etc. Donc plus tu publies, plus tu gagnes d'argent. Donc il vaut mieux pas publier avec les autres. Il faudrait regrouper les hôpitaux pour faire en sorte que ça... Si on mettait Curie, Gustave Roussy, l'IPC, le Col ensemble, tu vois, on accélérait de 10 ans la recherche sur l'oncologie. Bienvenue dans David Opère, l'émission qui donne du souffle à la medtech française. Avec nos invités, on parle des blocages, mais aussi des solutions pour développer le business. Et aujourd'hui, je reçois Jonathan Benamou, le fondateur de Résilience, la première plateforme en oncologie remboursée par la Sécurité sociale. Ravi de t'accueillir aujourd'hui. Merci, David et Jonathan. Est-ce que tu viens pour les vacances? Exactement. Alors, Jonathan, tu as créé, tu as revendu PeopleDoc. Et aujourd'hui, tu as créé Résilience. Tu es le fondateur de cette société. Tu as créé cette société pour les patients à mieux vivre le cancer. Qu'est-ce qui t'a incité à passer de la tech à la santé? Écoute, moi, je suis entrepreneur depuis 17 ans maintenant. J'ai commencé en 2008 avec PeopleDoc, qui était un éditeur de logiciels dans le monde des ressources humaines. Oui. Alors que j'ai monté à Paris et après, je suis parti vivre aux États-Unis. C'est une boîte qui a pas mal marché. On a vendu, Sacré succès, puisque... on a eu de la chance sur le chemin. En 2018, ça allait quand même très bien et c'est pour ça qu'on a bien vendu. Et je me suis dit, à ce moment-là, je vais arrêter de bosser et je vais investir. Plutôt dans la tech. Ah oui, j'allais te poser la question. Ouais, beaucoup dans la tech, jamais dans la santé d'ailleurs. Et, parce que c'est un monde que je connaissais pas et que je connais d'ailleurs toujours pas vraiment. Et bon, le Covid est arrivé. Je pense que c'était... pour moi, ça a été une révélation parce que à ce moment-là, on a monté avec un groupe d'entrepreneurs français, on a monté une initiative citoyenne qui s'appelait Protège ton soignant. Okay. Voilà, on a levé 8 millions d'euros très vite, on a réuni 200 bénévoles et on a acheté du matériel médical de partout dans le monde pour le livrer aux portes des hôpitaux. Donc c'est ça qui t'a donné envie d'aller dans la santé? C'est ça qui m'a fait découvrir la santé, c'est ça qui m'a fait en fait rencontrer les bonnes personnes à ce moment-là. Et donc on est arrivé, c'était compliqué, il a fallu qu'on se mette dans ce langage, dans cette manière de fonctionner aussi, qui est totalement différente de... Mais les investisseurs t'ont suivi par contre, parce que tu as levé 70 millions d'euros. Ouais. Nous, on a fait le pari d'aller chercher Gustave Roussy à ce moment-là, qui est quand même le troisième centre d'oncologie au monde. Et on leur a dit... Voilà, on veut monter une boîte, mais on n'y connaît rien. Donc, est-ce que vous voulez venir avec... Est-ce que ça vous intéresse de venir avec nous, de prendre des parts et de construire, on l'espère, un leader mondial de la santé digitale? C'était la mission qu'on avait. Donc, on est la première boîte au monde à avoir obtenu un remboursement en oncologie. Et puis, effectivement, ça a marché parce qu'en 12 mois, en 18 mois, on a déployé 60 hôpitaux. Tu vois, avec des vraies équipes d'opération, d'implémentation, de Customer Success Manager en France uniquement au début. Et donc tu as d'abord réussi en France avant d'essayer d'exporter. Exactement, on a réussi en France, mais parce que moi je dis ce que je pense, mais je suis un fervent défenseur de la France. C'est-à-dire que pour moi, et surtout en santé, j'entends beaucoup trop autour de nous dire que la France est sclérosée, que c'est impossible d'entreprendre en France, que la santé est compliquée, mais en fait c'est pas vrai du tout. Enfin, moi, en tout cas de ce que je vois aujourd'hui, j'ai l'impression que la France a un coup d'avance ou 3 coups d'avance en termes de digital sur les autres pays. Et pour le coup, nous... et toi, tu viens des États-Unis, de la tech. Alors, moi, j'ai habité aux États-Unis. J'habite à Madrid. Ma boîte, j'ai déployé Résilience en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, en Espagne. Donc, on connaît un peu... Enfin, c'est le marché qu'on connaît. Mais je peux dire, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quand même le premier pays au monde qui a créé un framework de remboursement sur du digital. Alors, il y a l'Allemagne avec le DiGA, mais qui ne fonctionne pas du tout et qui est mal ficelé. C'est un pays qui a compris qu'il fallait incentiver en fait aussi les hôpitaux, les médecins à déployer la télésurveillance. Télésurveillance, ça veut tout dire et rien dire. C'est un moyen digital de suivre des patients. Enfin, en fait, on peut faire plein de trucs, il y a de l'AI dedans. Etc. Mais la magie de tout ça, c'est de se dire qu'il y a des mecs qui ont compris que c'est, en fait, et j'aimerais qu'on casse des gros mots aujourd'hui que j'entends de partout, c'est la sécurité sociale paye pour le digital. Non, en fait, la sécurité sociale investit pour faire des économies dans le système de soins. Et donc, si la sécurité sociale paye à l'opérateur entre 600 et 1000 euros par patient et par an, et aux hôpitaux 336 euros par an et par patient, c'est parce que ça permet de faire beaucoup plus d'économies et que c'est l'avenir de la santé. Aujourd'hui, si tu regardes le déficit de la sécurité sociale, on ne s'en sortira pas. En fait, on ne peut pas s'en sortir. Donc, il faut miser sur la prévention. Donc, il y a 3 choses, je pense. Il y a la prévention, il y a le digital en santé et l'amélioration des parcours de soins, et il y a, je pense, après, une réorganisation un peu plus globale du système de soins. Mais... Je suis d'accord avec toi. Après, lorsqu'on regarde le panorama des startups dans le numérique, il y en a des centaines et des centaines. J'ai l'impression qu'on a
saupoudrer de l'argent public auprès d'une multitude de startups qui, globalement, font à peu près tout et n'importe quoi. C'est quoi ta vision par rapport à ça? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il y a un vrai sujet de fléchage de l'argent public, mais pas que sur les startups, sur la recherche, sur... Et sur les PME aussi. Hein. Mais surtout, maintenant, je pense pas du tout que ce soit le problème. En fait, le problème, il n'est pas de la santé en France. Et le problème, il est des entrepreneurs en France et de notre capacité à nous flageller systématiquement, à se dire que c'est à cause de l'État et à cause de la France qu'on n'y arrive pas. Enfin, franchement, c'est une aberration. Il y a un moment où, en fait, si tu mets la bonne équipe en place, si tu as la bonne stratégie, si tu as les bons investisseurs, si tu as la bonne manière de leur parler, la bonne manière d'aller chercher tes premiers partenaires, il n'y a pas de raison de ne pas réussir. Tout le monde regarde les États-Unis en disant c'est extraordinaire, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué de lancer une boîte aux US que de la lancer ici. Alors, il y a quand même une réalité, c'est qu'aujourd'hui, les hôpitaux publics-privés achètent pour 35 milliards de matériel médical et simplement 10%, à peine 10%, revient à la medtech française. Comment expliquer ça? Comme dans tous les secteurs d'activité, le marché fait que les hôpitaux achètent au plus offrant et au meilleur. Et donc, moi, je vois pas ce qu'il y a à faire. On va pas commencer à avoir dans chaque pays du made in France sur la medtech. Non, en fait, on va chercher les meilleurs outils. Donc, essayons de créer les meilleurs outils. Mais de la même manière, aux États-Unis, moi, je préfère qu'en fait, au final, on fasse pas ça et qu'aux États-Unis, on arrive à justement nous-mêmes vendre 70 à 80%. Enfin, tu vois, de représenter 80% du marché. Depuis 1995, les medtech françaises qui ont eu l'agrément FDA, tu pourrais me donner un... Franchement, je vais te dire, 27. Ouais. En 30 ans, il n'y a que 27 medtech françaises qui ont eu l'agrément FDA. Aujourd'hui, on a 1398 medtech françaises. Entre les créations de medtech et les destructions, tous les ans, c'est moins 35. C'est moins 3% chaque année. Donc je comprends ta logique de libre-échange, mais si aujourd'hui tu étais responsable de ton PNL et que chaque année tu vois moins 3%, je suppose que tu te dirais comment je fais pour arrêter ça. Je pense qu'il y a la mentalité et je pense qu'il y a le financement. Si tu veux, moi je vois beaucoup de medtech aujourd'hui qui ont un problème entre leur seed et passer à l'échelle. Donc en fait, la problématique pour moi, elle n'est pas de vendre aux hôpitaux, elle n'est pas de regarder qu'il y a 80% du marché français qui est trusté par les Américains. Le problème, c'est comment on résout, comment on crée en fait les bonnes medtech et comment on leur permet d'accéder au marché. Et donc tu as un trou qui est que c'est pas très compliqué de lever 500 000 € aujourd'hui pour les medtech. Mais par contre, c'est très difficile de lever 3 à 4 millions d'euros pour passer leurs essais cliniques. Et donc, comment on fait pour leur permettre d'arriver à cette phase 3 qui permet d'avoir un enregistrement aujourd'hui en France ou même à l'étranger pour pouvoir commencer à commercialiser. Et ça, je pense que c'est le vrai sujet des medtech. Je pense qu'il faut qu'on repense cette manière de fonctionner, qu'on repense en fait le budget du ministère de la Recherche et du ministère de la Santé et qu'on arrive à orienter cet argent vers la BPI qui pourrait faire des prêts à 0%, tu vois, sur 3 à 4 millions d'euros non garantis. Ça peut être des appels à projets. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait un acteur public qui réussisse aujourd'hui à promouvoir cette phase et à permettre à ces acteurs-là d'aller, si tu veux, à un guichet unique qui permette de lever de l'argent pour faire un essai clinique. Je ne parle pas de financer la boîte, de l'accélérer, etc. On a un vrai sujet aujourd'hui d'essai clinique, mais je ne pense pas que la bonne solution, ce soit de simplifier le MDR ou de simplifier les recommandations de l'HAS ou de la NSM. Ça, c'est illusoire et je pense que ce serait une connerie pour tout le monde. En fait, on mettrait tout le monde en danger. Donc, gardons en fait, c'est exactement ça. Gardons nos standards hyper high, parce que c'est ce qui fait, si tu veux, que notre pays est un beau pays et qu'on a aujourd'hui des bons médicaments, on a des bonnes solutions. Par contre, effectivement, essayons de réussir à financer ces belles innovations et de les faire éclore grâce à de l'argent public dans un premier temps, qui sera remboursé dans un deuxième temps. Et donc, moins, mais mieux fléché. Ouais, moins, mieux fléché, et via un ou deux acteurs qui sont aujourd'hui identifiés, qui sont, je pense, la BPI et potentiellement d'autres que je n'ai pas en tête, mais je pense que la BPI a vraiment une place à jouer. Et ils le font, encore une fois, programme 2030. Nous, on a été financé via le programme 2030 sur une partie de nos essais cliniques. Il y a de l'argent, ça existe, c'est possible. Les États-Unis ont une préférence nationale à 65%, Ouais. et l'Allemagne, c'est une préférence nationale de 30%. Ouais.
C'est-à-dire que nous, on est à peine à 10%. Et en fait, il faut qu'on change globalement finalement la manière dont on fonctionne, la manière dont on envisage la santé de demain. Aujourd'hui, il n'y a pas d'interdisciplinarité en France ou dans la santé en général, c'est-à-dire que tu as très peu de boîtes qui réussissent vraiment à spin-offer des hôpitaux. Et je pense que c'est là qu'il y a un vivier aussi de medtech, de biotech aussi. Hein. Et aujourd'hui, ça n'existe, il y a pas, ce réseau n'est pas encore créé. Pourquoi aux États-Unis ça fonctionne? Parce que tu as à la fois sur Stanford, tu prends Stanford l'université, tu as l'hôpital de Stanford, l'université de Stanford, et tu as tous les fonds qui sont autour. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu as une idée dans l'hôpital de Stanford, tu as directement tes CEO qui sortent de l'école, et tu as ton financement qui est derrière. Ça n'existe pas aujourd'hui ici. Tu vois, en France, on est ultra siloté. Nous, quand on allait voir Gustave Roussy, on était des ovnis. C'est la première fois qu'il y avait des entrepreneurs qui venaient voir un hôpital en France pour leur proposer de créer une boîte à l'extérieur. Donc, en fait, on a un vrai sujet je pense, d'interdisciplinarité, d'éducation. Il y a pas, les médecins n'ont pas tu vois, pendant leurs études, il n'y a pas de tech, il n'y a pas de finance. Les hôpitaux ne travaillent pas ensemble, par exemple. Il y a une compétition un peu malsaine qui est liée au système de financement des hôpitaux aussi, via les points SIGAP, etc. Donc, plus tu publies, plus tu gagnes d'argent. Donc, il vaut mieux pas publier avec les autres. Il faudrait regrouper les hôpitaux pour faire en sorte que ça... Je pense qu'il faut trouver des manières de effectivement faire travailler les hôpitaux ensemble, les faire rentrer dans des projets communs. Parce que finalement, encore une fois, c'est la même chose. C'est si on mettait Curie, Gustave Roussy, l'IPC, le Col ensemble, on aurait, je pense, tu vois, on accélérait de 10 ans la recherche sur l'oncologie. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Tu vois, chacun travaille dans son coin. Dans son coin, et il y a même c'est même des compétitions les uns avec les autres. Donc, mais qui vient de l'historique de la santé en France, du système de santé, du système de financement qui est donc, compliqué. Donc les hôpitaux n'ont plus d'argent. En fait, ça c'est le fondement du truc, c'est aussi qu'aujourd'hui, je crois que c'est 1% du budget d'un hôpital est consacré à l'innovation et à la technologie. Donc, oui, rien. Donc en fait, déjà, il faut qu'on refinance nos hôpitaux, il faut qu'on arrive à retrouver un moyen de leur donner des moyens d'investissement sur l'avenir. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tu vois, les hôpitaux rêveraient d'investir dans des boîtes, rêveraient de créer des innovateurs, des incubateurs, rêveraient de pouvoir changer les iPads ou mettre des iPads, ne serait-ce que tu vois, pour des infirmières, pour qu'elles puissent travailler dans de bonnes conditions. Enfin, on est dans un moment où il faut qu'il y ait un vrai sursaut de notre pays, je pense, sur la santé. Il faut qu'on arrive à transformer les choses, mais en profondeur. Il faut qu'il y ait des gens qui aient un peu de, comment on dit en espagnol, de cojones pour changer les choses, tu vois, et pour arriver à prendre des vraies décisions, mais des décisions compliquées. Il y a une proposition qui a fait tilt pour moi, c'est le bonus-malus du citoyen. En gros, tu fais l'État met des choses en place qui sont géniales. Par exemple, la prévention. On te demande d'aller faire un dépistage du cancer sur 2 cancers aujourd'hui quand tu es un homme. Tu ne le fais pas. Si tu ne le fais pas, tu as un malus. Tu dois payer plus d'impôts. Si tu le fais, tu as un bonus sur tes impôts. En fait, c'est des trucs très simples, mais que je pense qu'il faut le faire. C'est maintenant ou jamais, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Tu vois, on perd, la Sécu, c'est quoi? C'est 18 milliards par an, ça croît de 4% par an, alors que notre PIB croît de 1% et encore difficilement par an. En fait, on va vers un déficit de 35 milliards dans les 5 prochaines années. En fait, on est mort. Il faut qu'il y ait une prise de conscience collective. Moi, je suis pour une value-based healthcare, tu vois. C'est-à-dire, je veux qu'on aille vers le fait de financer la santé au résultat. Alors, bien évidemment, toute proportion gardée, et c'est pas si simple que ça. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même un effort à faire d'aller vers un monde peut-être plus ambitieux, plus optimiste, plus tourné vers l'avenir que se regarder toujours le passé et se dire ah, merde, il y a tout le monde qui se pète la gueule, on va jamais y arriver. Je pense que c'est très français et malheureusement, je pense que c'est ce qui fait aussi le défaut de notre pays, alors qu'on a des centaines d'avantages qu'on oublie tous les jours. Écoute, je trouve que c'est très intéressant ton approche, merci beaucoup. Jonathan, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Pourquoi on fait ça, peut-être pourquoi on a créé Résilience? Quel est le but ultime de Résilience? Je pense que c'est... nous, notre ambition, c'est d'essayer, grâce à la donnée qu'on collecte vis-à-vis des patients, depuis les patients, c'est de mieux comprendre les mécanismes de toxicité et d'efficacité des médicaments pour essayer, d'améliorer la qualité de vie des patients, leur observance et leur adhérence au traitement, mais aussi d'améliorer la recherche. Et donc d'aller aider les labos pharma, les biotech à faire de meilleurs médicaments qui auront moins d'effets secondaires et plus d'efficacité. Donc ça, c'est vraiment l'objectif ultime de Résilience. Et donc on le fait sur l'oncologie, maintenant la psychiatrie et l'immunologie, donc les MICI. Voilà, et puis on ira peut-être sur d'autres pathologies. Mais bon, on
a une ambition, c'est vraiment de faire de ce monde un monde meilleur. Et on n'est pas là pour vendre cette boîte, on est là pour durer pendant des années et des années. Parce que et puis à la fin disparaître si tout se passe bien. Et si on peut disparaître à un moment, on disparaîtra et ça voudra dire qu'on vivra dans un monde encore meilleur. Ah, j'adore la philosophie. Merci beaucoup Jonathan, je vais partir avec toi en vacances. Merci beaucoup. S'il y a une chose importante que je retiens de cet échange, c'est que les hôpitaux devraient travailler plus ensemble, on soignerait plus fort, on innoverait plus vite et les startups françaises trouveraient enfin leur place dans l'écosystème.